Bonsoir pour cette dernière session du Manifeste mondial anthropocène qu'on a commencé ce matin à 9h30 heure française et qu'on va terminer maintenant avec certainement la plus belle de toutes, la dernière. On commence comme d'habitude avec notre message du manifeste que je vais vous lire maintenant. Nous sommes entrés dans l'Anthropocène, nous sommes anthropocènes, nous sommes la communauté terrestre. Nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, les famines, la pollution des sols, les incendies, les migrations, les inondations, les sécheresses, l'urbanisation généralisée, les inégalités sociales, et la liste est encore longue. Nous ne maîtrisons plus nos effets, tout change autour de nous. Et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies et nos environnements. Depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer? Qu'est-ce qui heurte notre conscience morale et notre sentiment de justice? Qu'est-ce qui nous met en colère ou en joie? Et quelles sont nos idées et nos intentions pour changer la donne? Nous sentons-nous terriens? Prenons la parole, donnons la parole et engageons le dialogue. Voilà pourquoi nous essayons de nous réunir et de mettre en avant certains territoires. Pour cette session numéro 12, la dernière donc, de ce premier manifeste mondial anthropocène, nous avons essayé de mettre en avant le Mexique, le Canada, les États-Unis, Cuba, l'Équateur, la Colombie, la Jamaïque, Haïti, le Panama, le Pérou, Belize, le Costa Rica, le Salvador, la Polynésie, le Guatemala, le Panama et le Nicaragua. Comme lors des sessions précédentes, ce temps sera organisé autour de deux éléments. La première, et on va commencer rapidement comme ça, c'est la diffusion de certaines vidéos. Et puis ensuite, on entamera une discussion avec certains de nos invités, de nos panélistes, et puis éventuellement le public qui pourra se joindre à nous. Sans plus attendre, les vidéos de la session. Tengo 22 años y creo que yo he escuchado del cambio climático, las 3R, separar tu basura y cuidar tus desechos, no aventar la basura por la calle desde que tengo memoria, desde que estoy pequeña, pero pues desde que soy una niña. Y recuerdo que nunca me importó suficiente como para darme cuenta de qué era todo eso. No fue hasta el 2019, hace 2 años, que empecé a ver un montón de noticias haciendo referencia al cambio climático, inundaciones, huracanes, incendios, incluso en mi propia ciudad, que sucedían cada vez con más frecuencia y que pues de una u otra forma estaban ligadas con el cambio climático, estaban ligadas con nosotros, con mis acciones del día a día y con el sistema económico en el que vivimos. Pero no fue hasta que decidí indagar al respecto y darme cuenta de que no es solo un problema pues del medio ambiente, no solo se están quemando los bosques, no solo se están talando árboles, no solo están muriendo y extinguiéndose especies de animales, sino que hay gente que está muriendo por todo esto, hay gente que está pagando por las acciones que tras cientos de años, y ni siquiera tantos, tras la revolución industrial, nosotros los humanos hemos cometido. Y me parece algo indignante, me parece horrible que yo, una persona con privilegio, pueda vivir en esta casa e ignorar todo eso que está sucediendo fuera. Y que no solo yo, sino muchísimas personas. Me parece indignante que no veamos al cambio climático como un problema social, que no veamos todo esto como la crisis que es. Es horrible, indignante
Pues no queda más que resistir. Resistir y ser parte de una revolución desde el hogar y desde las calles. Hola, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos tiempos tan difíciles. Soy Rebeca Reyes Sicairos, soy mexicana y hoy voy a hablar del antropoceno. Resulta que durante los últimos 200 años de la humanidad se ha dejado una huella tan negativa en el medio ambiente que hemos encontrado la necesidad de marcar el inicio de una nueva era, la era del impacto del ser humano en la Tierra. Un modelo de producción de energía basado en combustibles fósiles, el consumo de recursos insostenible, el aumento exponencial de la población, un sistema social, político, económico injusto e inequitativo, son solo un par de ejemplos de situaciones que a lo largo de los años han sido partícipes en el desarrollo de este impacto del cual hoy hablamos. Es importante recalcar que en todas las eras geológicas pasadas, nunca una era fue marcada por una sola especie. Es por esto que hoy estamos hablando de nosotras y nosotros, los seres humanos. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que efectivamente estamos en el antropoceno? Basta con solo voltear a ver el mundo que nos rodea. El calentamiento global, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de océanos, la pérdida de la biodiversidad. Pero ¿qué significa realmente ser un humano en la Tierra? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en esta era marcada por nosotras mismas y mismos? Es tiempo de cambiar radicalmente la manera en la que hemos estado viviendo por siglos. El humano no es el único ser vivo que tiene importancia en esta tierra. La biodiversidad en flora y fauna que existe en este planeta también tiene su lugar. No es posible seguir con una retórica antropocentrista arrogante que solo busca satisfacer las necesidades humanas del hoy. Ni siquiera nos estamos preocupando por cómo dejaremos la tierra para futuras generaciones. ¿Acaso creemos que seguirán teniendo agua, selvas, bosques, mares? El antropoceno marca el inicio de una nueva era, pero el impacto que seguiremos perpetuando a lo largo de las siguientes décadas es nuestra responsabilidad actual. Está en nuestra decisión seguir llevando a esta tierra y a todos los seres vivos que habitan en ella a una destrucción catastrófica que culminará con el fin de la vida misma, o en cambio, decidir marcar nuevas pautas, hacer nuevas preguntas, nuevas soluciones, descontinuando los combustibles fósiles y recurriendo a fuentes de energía renovables, haciendo un uso responsable y equitativo de los recursos, replanteando nuevos sistemas sociales, económicos y políticos más justos, más responsables. De esta manera, lograremos un sistema más sostenible que podrá evitar que el antropoceno sea la última era del planeta Tierra. Y he aquí la responsabilidad que conlleva realmente ser un ser humano en la Tierra. Muchas gracias. L'an 3000. La Terre a donc mis des milliards d'années à faire ce que nous avons détruit en claquant des doigts, ainsi que des fées bourrées, sortant sorcières d'une nuit de débauche, éclateraient en riant les vitrines fumées où la nature expose en un genre de clair-obscur son or à qui stridule. Homme cigale ayant chanté, cultivant le futur, sur brûlis d'éternelles canicules. Les fruits passent la promesse des fleurs, les incendies libèrent des communes dans les livres de religions en feu, l'animal humain coule comme une essence à cocktail Molotov. Consumés, les braises nous rendront le noir et blanc du texte, les ombres câlineront les souvenirs brûlés à l'improviste. Laisse l'émeute au slogan claironné sur le parvis que nous vitriolâmes. 10 siècles, rebattus comme des cartes de tarot aux coins émoussés. Parmi elles, j'en retourne une et la regarde. Un esclave, aux lèvres mousseuses, qui pend à une branche et qui signifie qu'avant de disparaître pour de bon, notre planète observera enfin quelques rosaces, des soleils mécaniques en orbite qui l'illumineront d'un délectable vertige ischémique. Succédant à la religion globale
de l'argent, l'artiste roi, jusqu'alors minoritaire après l'irréversible faillite des ultimes pendollars, triomphera. Les vagues de chaleur, plus 25 degrés en moyenne, précipitant une bien opportune catastrophe. La culture artistique, dans l'hyperjungle sibéro-bretonne allant de Brest jusqu'à Vladivostok, imposera son credo à ces peuples d'avoir gaspillé leurs ressources à l'agonie. Durable, éco-responsable, peu consommatrice d'huile ou de gaz, l'empire artistique, EA, aura Mozart, Homère, Beethoven, Baudelaire, Shakespeare, Picasso, Dante, Schubert, Vinci, Chopin, Coltrane, Caravage, Plath, Say, Bach, Lee, Liszt, Lou, Holtz, Doux, Pound, Björk, pour Dieu, et pour devise « Sois sauvage ». La population mondiale, 100 000 habitants, sera répartie dans ce qui demeurera des anciennes villes squattes cernées par la jungle épaisse, surpeuplées de fruits, gibier, cueillis, chassés. Chacun sera artiste pour un tiers du temps, devant dédier un autre tiers aux 3 travaux communs, santé, cuisine, éducation, et un ultime tiers à la fabrication instrumentique. Et puis, tel ce vieil homme fatigué qui, se retournant sur son existence, juge y trouver une belle futaie, que toute nouvelle graine, excitée vaniteusement, rendrait embrouillée comme un massif de buissons sclérophiles poussés en l'absence du coryphée de jardin, n'imposant pas de concept, actualisant une harmonie possible, et digne, descend, à petits petons, sur l'escalier menant à ce royaume où patientait sa morte. Sans confier les clés à telle espèce d'animaux, même s'il le faisait, la nature fière aurait tôt fait de ruiner l'héritier choisi au profit d'un plus sauvage. Hommes et femmes se regrouperont au sommet de falaises rouges que lécheront du dernier soleil les premières flammes, et se prendront la main, et sauteront. De forts témoignages qui sont venus s'associer à tous ceux qu'on a recueillis pendant toute la journée. Celui notamment de Sharon était assez marquant sur comment elle vit depuis le Mexique et la ville de Guadalajara, la question anthropocène et la question des relations qu'on a entre notre quotidien et les actions personnelles et les territoires. On a aussi la chance d'avoir 3 personnes qui vont nous accompagner pour cette dernière session. Anne Chin, qui est aux États-Unis, Vincent Mirza au Canada et Christian Simonetti qui est au Chili. Christian, je vais juste commencer par toi parce que ça fait le lien aussi avec la session précédente. Je crois aussi qu'un élément dont nous n'avons pas échangé quand on était avec nos compagnons du Venezuela, d'Argentine et du Brésil, c'est que tu as déjà travaillé sur un manifeste de l'Anthropocène. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, Christian? Sí, can you hear me? Oui. Hola. Yeah, I can see you. You can see me now. Super. Donc vous pouvez me voir, très bien. Donc, quelque chose qui est extrêmement émouvant par rapport à cet effort extraordinaire que vous êtes en train de faire, c'est pour les générations futures auxquelles je dois enseigner, pour les jeunes enfants que je dois élever, c'est qu'il n'y a peut-être pas de futur qui les attend. Alors, comment peut-on faire de la place pour un futur, pour cette génération qui vient? Et je crois que cela est lié à la question de savoir qu'est-ce qui est commun au monde, et l'idée d'avoir un manifeste mondial pour l'Anthropocène
peut-être est une sorte d'impossibilité par rapport au diagnostic de l'Anthropocène. On connaît l'Anthropocène par divers instruments, par des recherches dans le monde entier, des chercheurs qui sont connectés les uns aux autres et qui étudient ce phénomène, tout comme on étudie l'acidification des océans, le changement climatique, les extinctions de masse. Mais lorsque l'on a cette image de la planète, on perd le sentiment d'immersion dans un environnement et on a du mal à percevoir un futur où on pourrait vivre, où on pourrait sentir, où on pourrait respirer. Et les phénomènes qui sont liés aux anthropocènes sont des phénomènes qui sont invisibles. Le climat, par exemple, le climat est invisible en tant que tel. On peut voir les changements de climat, mais le climat est un phénomène qui n'est accessible que sur le long terme. Donc, avec cette image du phénomène, on voit qu'il n'y a pas d'espace pour ce futur, un futur dans lequel on pourrait s'engager, un futur que l'on pourrait ressentir, auquel nous pourrions contribuer. Et je crois que cela est une véritable lutte que l'on impose à la nouvelle génération. C'est quelque chose de paralysant. En tout cas, mes étudiants, mes enfants, quelque part se sentent paralysés par rapport à tout ce qui se passe, tous ces phénomènes. Et comment construire un futur commun pour tous les habitants de cette planète, faire de la place pour toute la diversité. Et en même temps, je pense qu'il faut parler de l'art. Il faut que cet avenir puisse être ressenti par les gens. L'art est peut-être une clé, que les gens puissent en faire l'expérience au-delà du simple diagnostic. Donc, l'image que j'essaye de faire passer, c'est que les phénomènes de l'Anthropocène sont étroitement liés à un discours planétaire émergent, la capacité de prendre du recul et d'observer le monde. Et les scientifiques dont les recherches ont donné naissance à cette réflexion étaient immergés dans l'imaginaire et ont conçu une planète comme une entité composée d'éléments qui circulaient dans l'univers. D'ailleurs, c'était des scientifiques de la NASA auxquels je fais référence. Et ils sont devenus experts de ces phénomènes mondiaux. Et donc, il s'agit de ressentir cela. Et je crois que c'est une tâche impossible, c'est une quête impossible. Et pourtant, c'est ce qu'essaye d'atteindre le manifeste. Et moi, quand on me parle d'impossible, eh ben, j'ai qu'une envie, c'est essayer d'y arriver, quoi qu'il arrive. Et bien sûr, le résultat ne peut être qu'imparfait. Et bien sûr, c'est un résultat qui est en évolution constante. Ce sera un manifeste que l'on n'arrivera jamais à conclure. Mais moi, je signe pour ça, il n'y a pas de problème. Merci Christian pour votre enthousiasme et puis l'acceptation aussi qu'effectivement, c'est un travail qui va continuer et qui ne peut pas s'arrêter maintenant parce qu'il sera toujours incomplet. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui lui fait sa richesse. Ça me donne aussi l'occasion de passer à vous, Anne. Vous êtes aux États-Unis, je crois, à Denver, au Colorado. Et puis la question anthropocène, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? À moins que vous ayez disparu, du coup. Du coup, on reviendra plus tard, on va essayer de la retrouver sur Internet. Vincent, vous êtes ici. Vous aussi, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, et puis l'école urbaine de Lyon, c'est aussi quelque chose que vous connaissez bien. On est content de vous avoir avec nous. Vous êtes à Ottawa, au Canada. Merci, oui. Si je ne me trompe pas. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et puis, du coup, je vous laisse peut-être vous présenter et puis nous expliquer ce que vous faites. Oui, je m'appelle Vincent Mirza et je suis anthropologue et je suis titulaire d'une chaire sur l'urbain anthropocène qu'on vient d'inaugurer ce matin avec Michel Lusseau, qui est une chaire une collaboration entre l'Université d'Ottawa et l'Université de Lyon. On parlait tout à l'heure, vous évoquiez quelles sont nos idées pour
pour changer la donne, je pense que la création d'une chaire, ça fait partie en tout cas des idées qu'on a eues pour changer la donne, c'est-à-dire pour donner des moyens de réunir des chercheurs, pour réunir des artistes, pour réunir des gens du communautaire et de différents milieux pour réfléchir et pour répondre aux questions de l'anthropocène et de l'urbain anthropocène. Et donc, en fait, il y a derrière la chaire, il y a vraiment une démarche de recherche et une démarche académique, mais il y a aussi une démarche d'ouvrir, et je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien à l'école d'études urbaines et à l'école de l'anthropocène, c'est-à-dire c'est d'ouvrir vers d'autres, de tendre la main vers d'autres publics et de créer des liens. L'idée aussi, c'est clairement une posture politique, c'est-à-dire c'est de répondre un petit peu à une nécessité de réfléchir, peut-être pas de créer une nouvelle discipline, mais en tout cas de créer un espace de conversation pour réfléchir pluridisciplinaire, pour réfléchir à la question de l'anthropocène qui nous anime et qui nous occupe et qui nous préoccupe. Donc c'est vraiment, je pense que, l'idée évidemment, on nous dira que souvent les universitaires ne changent pas la donne, enfin que le temps universitaire est trop long ou que les choses sont trop lentes. Mais ici, je crois vraiment qu'avec la chaire, on va essayer de faire quelque chose de plus rapide. D'ailleurs, j'écoutais les différents témoignages et moi, quand je pense à l'anthropocène, je pense beaucoup à des questions d'accélération et de ralentissement. Et je pense à la question de l'accélération parce que, évidemment, depuis les textes de Stephen, on parle de la grande accélération à partir des années 50. Le développement du capitalisme et évidemment un développement qui culmine avec l'extinction, l'atteinte des limites des systèmes biophysiques et le réchauffement climatique et tout ce qu'on connaît. Mais c'est aussi une accélération qui permet d'identifier un peu les responsabilités des altérations qu'on a faites à la planète, en identifiant clairement le développement du capitalisme industriel et la modernité occidentale. Donc, il y a, de ce point de vue-là, je pense toujours à l'accélération. Et je pense qu'il y a une espèce de réflexe pour moi de me dire mais comment est-ce qu'on va l'arrêter. Évidemment, avec le Covid, on peut penser l'opposé, c'est-à-dire on peut penser à un ralentissement massif et où on semblerait avoir arrêté beaucoup de choses, pas tout, mais une bonne partie, et d'essayer de repenser un petit peu la relation à un monde plus lent. C'est souvent ce qu'on s'est dit au début de la pandémie. On s'est dit, c'est l'occasion de réfléchir, c'est l'occasion de vivre autrement, c'est l'occasion de repenser notre relation au monde. Et on l'a mal saisi, cette occasion, je crois. On est reparti de plus belle dans la production, dans les zooms, dans la spéculation, dans un ensemble de choses qui nous font oublier que, dans le fond, la crise du Covid, c'est une crise climatique et que au sortir de cette crise-là, on sera encore dans la crise climatique qui a causé le Covid et que c'est à cela qu'il va falloir répondre de façon tout à fait substantielle. Puis le dernier point peut-être, parce que je parle beaucoup, c'est juste j'ai trouvé ça très intéressant, l'idée de donner des moyens aux étudiants de prendre possession du monde et des idées et de s'emparer d'un sentiment souvent, quand on parle aux étudiants, ils se sentent impuissants face à l'immensité du problème anthropocénique. Et je pense qu'on peut vraiment se donner des outils pour leur redonner un sentiment de participation et de pouvoir agir sur le monde autour d'eux. Voilà. Merci Vincent.
est-ce que du coup, vous m'autorisez à saisir la perche que vous me lancez pour ce lien, en tout cas, qu'il peut y avoir entre les préoccupations de Christian, qui étaient aussi sur que faire avec les jeunes générations, et puis que dire à nos étudiants, et puis la perspective que vous venez de lancer aussi sur... alors, je m'autorise peut-être un peu un lyrisme, mais une université qui serait plus appliquée, qui serait plus en lien aussi avec la possibilité d'être dans l'action et de pouvoir aussi faire en même temps qu'on apprend. Oui, en tout cas, une université qui pense des moyens de mobiliser les connaissances autrement qu'à travers des systèmes classiques d'articles et de production disciplinaire très ancrés dans la façon dont on a fait les choses au XXe siècle. Et ce que nous dit l'Anthropocène, c'est qu'en général, la façon dont on a fait les choses au XXe siècle n'a pas très bien fonctionné. Et donc, c'est l'idée de donner justement place au discours artistique, au discours politique, à un ensemble de représentations du monde plus diverses aussi, aux autochtones, enfin un ensemble qui peut être considéré l'équivalent des publications scientifiques et qui peut nous permettre en tout cas au sens où elles nous permettent de penser le monde. Ah, c'est très intéressant. Il semblerait que, il me semble aussi, ça va être un lien assez facile à faire, mais il me semblerait que Han Chin soit avec nous, donc de l'université du Colorado, donc aussi en lien avec les thématiques que vous venez d'aborder, Vincent. Anne, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Eh ben non. Mauvaise connexion. Vraisemblablement non. Elle apparaît et elle disparaît à chaque Exactement. fois. Je pense qu'elle doit, au moment où elle prend la parole, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. Effectivement, on a peut-être un problème de connexion aussi sur ça, puisque c'est qu'à chaque fois qu'on lui passe la parole, effectivement, elle part. Vincent, on est tous les deux. Oui. Christian est encore là aussi. Je me réjouis aussi. Non, pas parce que je vais pas parler avec vous, hein, Vincent. Au contraire, je trouve très intéressant notre discussion, mais aussi pour pouvoir l'ouvrir à la problématique qui a été apportée et puis peut-être du coup redonner la parole à Christian sur ces éléments d'université, de l'apprentissage, de comment est-ce qu'on arrive à construire aussi de nouvelles dynamiques par le biais de l'université. Christian, vous êtes là? C'est encore un moment de gloire? Bah non plus. Il est connecté. Il est connecté par contre, donc on va peut-être juste attendre 2-3 secondes, voir si un de nos deux interlocuteurs peut-être que notre cher voisin voudrait dire ciblé. Mais je vois le micro de Christian qui Are you asking for me? Ah super, oui Christian, on vous demandait, on a, je ne sais pas si vous avez entendu l'échange qu'on a eu avec Vincent, qui portait sur aussi une université en mouvement. Puisque Vincent nous parlait de la nouvelle chaire qu'il a créée avec l'école urbaine de Lyon, et notamment la volonté de pouvoir offrir un nouveau type d'enseignement, ou en tout cas de donner de l'espace et de la place à d'autres types de connaissances et de manières de créer la connaissance. Et c'était peut-être aussi un lien avec la problématique que vous avez mentionnée au début, qui était de savoir comment parler à nos étudiants, que léguer aux nouvelles générations. Do you get any translation, Christian? Apologies, my connection is a bit unstable. Ma connexion est un peu instable, donc est-ce que vous pouvez m'entendre? C'est l'interprète qui vous parle et Christian ne m'entend pas a priori. Donc, comment je travaille avec mes étudiants sur ces questions? C'est ça que vous voulez savoir. Est-ce que j'ai bien compris la question? Plus ou moins, mais ça ira. All right. Très bien.
Désolé, ma connexion est vraiment mauvaise, donc je ne peux pas vraiment bien vous entendre. Donc si j'ai bien compris, pour moi c'est un véritable combat. Comment créer un monde, une planète qui est hétérogène par essence? Nos paysages sont hétérogènes. Il y a beaucoup d'études sur le carbone, même le changement climatique finalement est hétérogène. Et comment on peut s'engager là-dedans? Comment inviter les étudiants à s'intéresser à cela? Donc, il faut être concret afin de mieux étudier l'Anthropocène. Alors, c'est le sujet anthropique le plus important et que l'on peut étudier. Donc, les gens ne savent pas comment par exemple, du ciment. Les gens ne savent pas comment faire du ciment et pourtant c'est important pour construire quelque chose. Et pourtant, on a tellement produit de ciment qu'on pourrait recouvrir l'ensemble de la planète d'une fine couche de ciment. Mais en même temps, qui est capable de faire du ciment? Il y a uniquement les gens qui travaillent dans le secteur de la construction. En général, ce sont des hommes. Et donc, en gros, pour reprendre cette métaphore, c'est un peu essayer de se débrouiller pour que les étudiants, pour que la nouvelle génération sache faire du ciment et réfléchir à la manière dont on peut habiter le monde. Et il ne faudrait pas que ce soit superficiel, c'est-à-dire comment occuper l'espace urbain. Il faudrait apprendre à la nouvelle génération à construire l'espace urbain. Donc, à faire du ciment. Et en même temps, le ciment, c'est très polluant. En tout cas, le monde occidental devrait apprendre à être sensible à cet environnement. On est complètement déconnecté, par exemple, des chaînes alimentaires. On ne sait plus d'où vient la nourriture. Donc il faut refaire le récit de l'alimentation dans le monde occidental parce que maintenant, on a complètement effacé certaines dimensions. On ne voit plus le sol, on ne voit plus les fondations, on est simplement en surface. Et donc, tout ce qui est spirituel a disparu. C'est la consommation du dualisme qui marque l'imagination occidentale. Et c'est un peu ce qui explique ce qui se passe dans le cadre de l'Anthropocène, où on se définit comme étant exceptionnel dans le cadre de l'évolution. Et bien sûr, lorsqu'on est dans un espace urbain, comme en Santiago, on se sent moderne, mais si on va au sud, dans les montagnes, ou au nord, dans la cordillère des Andes, dans les zones rurales, alors à ce moment-là, on revient à la nature. Et pourtant, quand on est sur du ciment, quand on est sur du béton, on se sent moderne. Voilà, donc il y a toutes ces trajectoires parce qu'on se rend compte de tous les process, de tout l'artisanat qu'il a fallu pour construire ces matériaux. Donc c'est un exemple que je propose, mais pour moi, par rapport à ce que je disais auparavant, la clé pour que cela se produise, pour poursuivre le manifeste, pour aller au-delà de la justice, pour aller au-delà du diagnostic de ce phénomène et pour aller au-delà de pointer du doigt les responsables, pour vraiment avoir un avenir, pour qu'il y ait un espace pour tous les habitants de la planète dans leur hétérogénéité de paysages, de culture. Tout cela nécessite une approche de cette évolution planétaire sensible.
par nos sens, parce que nous savons que l'Anthropocène a privé les gens de sensorialité. Donc, comment construire une compréhension globale du changement climatique qui se fait dans la sensorialité? Alors ça, c'est peut-être le challenge. Voilà. Mais comme je l'ai dit, on n'en finira jamais. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu une réponse que je propose. Auparavant, hein, c'est un manifeste en mouvement enfin, moi, je suis toujours assez impressionné aussi par l'étude que vous pouvez faire sur cette question de la matérialité. Et puis il est vrai, hein, ce que vous dites sur la perte du lien qui peut exister derrière ça. Comme conséquence en fait de pas mal de choses. Je m'interrogeais aussi sur les causes. Et puis, je m'amuse des fois à dire que c'est un peu le syndrome des 3 petits cochons. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte, qui est en fait celui de dire que on construit notre maison en béton et parce qu'on veut plus de sécurité. Alors contre le loup ou contre autre chose. Et puis c'est ce que certains collègues disent en Suisse, à Lausanne, sur la question de la ville garantie, et qu'en fait on veut tellement de garanties qu'on arrive à se séparer de la plus essentielle des choses, qui est celle, ce que vous avez mentionné comme l'essence, et de se poser la question quand est-ce qu'on sera prêt à laisser certaines garanties pour retrouver d'autres types de liens, peut-être plus sensoriels, mais qui peuvent aussi être des solutions à la problématique anthropocène, non ? Apologies, I lost you there for a moment. Ouais, j'ai perdu la connexion momentanément. Les 3 petits cochons. Mais je voulais pas non plus accaparer la parole. Je voulais juste peut-être, si vous m'entendez ou autrement, donner la parole à Pierre qui est à côté de moi, qui voulait aussi rajouter certaines choses. Et si jamais vous retrouvez la connexion qui est correcte, je me permettrai peut-être de reformuler ce que je voulais dire ou de vous laisser la parole pour la réponse. Je donne peut-être juste la parole un petit moment à Pierre. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, moi je trouvais très intéressant cette idée de se projeter vers un futur alternatif, puisque je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de futur. Il y a un futur, il est peu désirable pour la majorité d'entre nous, mais certaines personnes travaillent activement à la construction d'un futur qui nous est désagréable pour la plupart. Et ce que je trouve intéressant dans cette idée de manifeste mondial de l'Anthropocène, c'est cette projection vers le futur, cette projection collective vers le futur, et cette construction d'alternatives. Alors c'est forcément qu'un début, mais cette réappropriation de ces thématiques au-delà des cercles académiques et universitaires, et qui se fait dans un élan collectif. Moi, ça me fait penser à ce que le philosophe Souleymane Bachir Diagne, un philosophe sénégalais si je ne me trompe pas, appelle un universalisme de traduction. Et je trouve ça intéressant de se dire que dans l'idée de se penser comme une espèce, il y a une façon de se réapproprier la question de l'universalisme d'une façon différente, et de se réapproprier ce futur de l'espèce au sein d'un milieu naturel, et finalement par cette universalité de destin qui s'impose à nous. Et cette idée du manifeste mondial me semble aller dans ce sens, dans l'idée vraiment d'une discussion collective, d'un processus permanent qui nous permet de nous réapproprier finalement la construction de ce futur. Merci Pierre. Puis ça nous amène peut-être pour les dernières minutes de ce manifeste, alors peut-être à inviter d'autres personnes qui sont ici à Lyon à pouvoir s'exprimer. Je pense bien évidemment à Jérémy, Anne-Laure, si tu veux revenir aussi avec nous. Et puis à peut-être aussi vous, Vincent, sur cette question du manifeste mondial anthropocène, sur la mise en lien des territoires dans une dynamique commune, pour faire le lien avec ce que tu disais aussi, Pierre.
l'importance qu'on a à porter ça et puis à en faire quelque chose en mouvement, comme vous disiez aussi, Christian, et puis à essayer de continuer à porter pas simplement le manifeste comme un objet, mais peut-être plus comme une dynamique. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent ? Mais je pense que c'est un très beau projet. Je pense par contre, comme Christian, que la vraie question, elle est aussi sur les représentations, c'est-à-dire sur la possibilité de se représenter des alternatives et de les penser, d'accepter d'abord qu'elles sont diverses et elles peuvent se penser dans différents contextes et de différentes façons, qu'on n'est pas obligé de trouver une alternative, mais bien des alternatives. Et même si le problème est commun. Et je pense que ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est vraiment de réfléchir à comment on arrive à représenter tout ce qui est posé comme problématique par l'Anthropocène. Et quand je parlais souvent du sentiment d'impuissance des étudiants, c'est d'être submergé par l'étendue de ces problématiques-là, et donc de revenir à des ensembles plus compréhensibles qui nous permettent de vraiment comprendre d'abord qu'on a pensé notre lien à la nature à travers le capitalisme, en tout cas de notre côté, et puis qu'il faut essayer d'en sortir, de penser des modes de croissance différents et de penser notre lien autrement. Alors évidemment, pour ça, le manifeste Anthropocène me semble magnifique, c'est-à-dire qu'il offre une multiplicité de voies et donc de possibilités de réflexion autour de ça. Merci. Jérémy ? Can I come in there? Oui. Est-ce que je peux dire 2 mots là-dessus? Yes, I was just thinking of concrete again. Donc je pensais au béton encore une fois. C'est incroyable comme le béton promet une certaine homogénéité et le fait qu'on peut effacer toutes les spécificités d'un lieu hétérogène. Lorsqu'on achète un appartement, on espère qu'il sera une espèce de tableau vierge, parfait, propre, avec des formes planes et droites. Et cette conversation que nous menons, c'est une démonstration du fait que le monde est hétérogène. Là, je suis dans une zone rurale, il a fallu que je quitte Santiago et ma connexion est mauvaise là. Et toutes les personnes qui sont réunies par ce manifeste ont leur propre trajectoire diverse. Et pour parvenir à faire tout ça, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est briser cette homogénéité, à briser cette surface plane, cette surface bétonnée, pour comprendre toutes les différentes trajectoires. C'est une lutte, car l'image d'une surface homogène est au cœur de l'Anthropocène. L'Anthropocène n'est possible que aux yeux des sténographes, ceux qui travaillent dans le groupe de travail de l'Anthropocène. L'Anthropocène est une surface homogène autour du monde. Si on prenait tout le béton de la planète, on pourrait faire une couche fine autour de la surface du globe. Donc pour créer un manifeste global de l'Anthropocène, il faut briser ce support de l'Anthropocène. Il faut le démonter pour qu'il puisse se développer de manière hétérogène. Il faut être anti-anthropogénique, anthropocénique d'une certaine manière. Christian, Jérémy, qui du coup va en profiter pour... Christian, Jeremy will answer your points. 7 minutes remain. Je voudrais juste profiter de cette occasion de discuter de ce titre finalement qu'on a amené, qui s'appelle le Manifeste mondial Anthropocène, qui en quelque sorte, c'est comme si tu venais de nous proposer de dire que le titre devrait être le manifeste mondial qui fait face à l'Anthropocène, ou qui est contre l'Anthropocène, ou qui essaye de casser l'Anthropocène, ou qui essaye de saboter
l'Anthropocène. Je ne sais pas quelle idée tu proposes, mais de se dire que finalement un manifeste mondial Anthropocène, c'est de se dire que c'est un manifeste qui dénonce et que peut-être les étapes suivantes, c'est d'essayer d'aller plus loin contre l'Anthropocène. Et une des choses que je retiens de ce que vous venez de dire et peut-être globalement de ce qui vient d'être évoqué, c'est les valeurs qu'il y a derrière et les valeurs qu'on va utiliser pour pouvoir construire quelque chose d'autre. Parce que le mot valeur, rien que ça, si on le traduit dans différentes langues ou même si on le traduit à travers notre propre langue, comment définiriez-vous le mot valeur et quelles sont toutes les valeurs que vous pouvez rajouter derrière? Eh bien déjà, là, elles sont trop nombreuses et elles sont inidentifiables. Et on ne peut pas leur donner de mots. C'est comme les déchets. C'est comme beaucoup de mots qui, en fait, n'ont pas de définition. On n'arrive pas à dire ce que c'est. Un déchet, ça peut être une voiture, ça peut être quelqu'un qui boit trop, ça peut être du plastique, ça peut être du métal, ça peut être du béton, alors que c'est un matériau de construction. Donc du coup, c'est même dans la traduction, je pense qu'aussi on a un vrai travail de définition à faire tous ensemble pour essayer de justement pouvoir parler avec l'outil que Christian vient d'utiliser, qui est un outil formidable, qui est la métaphore, c'est-à-dire de parler du béton comme un élément qui nous coupe de notre monde et de notre hétérogénéité et de nos rapports entre nous. Eh bien, c'est d'essayer de le trouver à travers tous les mots et toutes les manières dont on a de s'exprimer. Parce que s'il y a bien une chose que l'on doit casser, c'est bien nos certitudes. Hein, si toi, tu penses qu'il faut casser le béton pour retrouver notre rapport, moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on casse nos certitudes pour pouvoir réussir à avancer de l'avant. Parce que malgré tout, même si l'avenir est incertain et que tout le reste est dans cette situation, je pense qu'on a la possibilité de peut-être avancer un peu. Et maintenant, je laisse la parole à qui veut. Voilà. Moi, je peux dire un mot. Je pense qu'en fait, non seulement il faut casser nos certitudes, mais il faut casser la façon dont on a appris à acquérir ces certitudes. Et donc, autrement dit, il faut repenser la façon dont on a mis en place un découpage disciplinaire sur des façons de connaître le monde et essayer de reconstituer ce rapport aux disciplines pour justement faire face à d'abord cette nécessité de rompre le béton, pour reprendre la métaphore de Christian, mais aussi pour articuler les hétérogénéités de façon différente, et donc pour trouver des solutions. Christian, vous êtes encore avec nous? Vous aimeriez rajouter quelque chose? There is something to say. Donc, je pourrais dire quelque chose qui concerne l'hétérogénéité. Il est remarquable de se dire que nous avons une planète ou un globe dans le studio. Cela permet d'observer la planète de loin. Mais lorsqu'on observe la planète de l'intérieur, je pense que les scientifiques sociaux, surtout les anthropologues, ont besoin de changer leur approche. Parce qu'ils sont très bons quand il s'agit de décrire l'hétérogénéité. Mais en le faisant, nous avons mis de côté la possibilité d'établir les dialogues entre les peuples, entre les gens. Plus nous mettons l'accent sur la relativité, une réalité alternative ou une alternative radicale, s'il y a des gens qui sont tellement différents qu'ils ne peuvent pas communiquer le reste de la planète, il n'y a pas de solution à trouver avec ce manifeste. Je n'ai pas de solution. Il faut que ce soit homogène, hétérogène, il faut que ce soit global et local. On peut créer tellement de termes différents. Il y a eu tellement de versions différentes et d'évaluation de cela dans l'académie, dans les travaux académiques.
Donc la question n'est pas de résoudre un problème, c'est une problématique qui restera ouverte et qui restera à travailler. Donc c'est également l'objectif de ce manifeste. Donc le manifeste ne doit pas uniquement manifester, il doit créer un monde différent, quelque chose de haptique, une chose avec laquelle on peut interagir, qu'on peut ressentir dans nos tripes, et cela doit se produire dans le monde réel, à l'extérieur. Il peut passer par ce style de communication que nous utilisons aujourd'hui, mais il faut que ça passe par toutes les disciplines, et ces disciplines doivent se transformer, doivent changer pour pouvoir le faire. Et Vincent et moi-même venons de l'anthropologie, et nous devons nous sortir de nos silos. D'abord, je pense qu'il faut inviter Christian au Canada pour qu'il vienne nous parler un petit peu. Mais je pense aussi qu'il faut absolument être capable de se défaire des réflexes qu'on a construits dans notre apprentissage, dans notre discipline. Et ça, c'est vraiment enfin, les initiatives comme celles que vous avez prises de ce manifeste, ça nous oblige aussi à repenser ce rapport à notre propre discipline. Et en ce sens-là, je pense que c'est très bien. Merci beaucoup pour votre participation à cette dernière session, la numéro 12 du Manifeste mondial Anthropocène, qui a été commencé ce matin à 10h, heure française, et qui va prendre fin dans quelques secondes. On a été très contents de pouvoir faire ça pendant toute cette journée, d'avoir accueilli autant d'invités, d'avoir travaillé autant avec toute l'équipe de l'école urbaine, October Octopus aussi. Jérémy, merci pour cette initiative et ce portage pendant toutes ces heures. Je pense que le repos sera bien mérité après la traversée du globe comme ça, de long en large. Et puis la rencontre avec autant de personnes. Je te laisserai quand même donner le mot de la fin. Le dernier, dans les dernières secondes qui nous restent. Vincent, moi je vous remercie pour votre participation, votre travail. C'était super de pouvoir échanger avec vous. Christian, pareil. Merci pour tous les apports, l'énergie aussi que tu as amené. Et puis Anne, si tu nous entends, on a bien pensé à vous pendant cette dernière session. Voilà. Merci, c'est un projet magnifique et félicitations. Il est très tard chez vous, je crois, et félicitations, c'est vraiment un très très beau projet. Eh bien voilà, nous sommes le 30 janvier, le manifeste est terminé.